Donc le cours vidéo. Alors, les sciences économiques, qu'est-ce qu'on fait en économie? Qu'est-ce qu'on fait au département? Alors, je vais vous parler principalement aujourd'hui des deux principaux programmes de 90 crédits, là, les deux baccalauréats, puis on pourra parler un peu plus ou brièvement des programmes là, qui comportent moins de 90 crédits. Alors, les deux principaux programmes, il y a le baccalauréat en sciences économiques, donc c'est 90 crédits de sciences économiques, et également le baccalauréat en mathématiques et économie, qui, grosso modo, sépare un nombre de crédits égal et en mathématiques et en économie. On pourrait y revenir sur les différences entre les programmes. On a aussi un autre bidisciplinaire, là, économie et politique. Mais ce programme-là, si vous allez aux portes ouvertes de sciences politiques, vous pourrez avoir plus d'informations sur ce programme. Alors, qu'est-ce qu'on fait en économie? On touche à un paquet de choses. On peut regarder les fluctuations du dollar, la mondialisation des échanges. On parle d'environnement, de changement climatique, économie de la santé, les inégalités sociales. Donc, vous voyez, c'est très large. Le marché du travail, la concurrence entre les entreprises, c'est très large. Puis si ces choses-là vous intéressent, bien, un baccalauréat en sciences économiques ou en mathématiques et économie est la bonne place, si vous voulez, pour en apprendre plus sur ces questions. Au département, on valorise une formation qui est relativement rigoureuse. Donc, on allie, si vous voulez, des techniques quantitative là, à l'étude de la science économique là, ou de la chose économique, si vous voulez. Alors, vous allez être capable, en venant au département, de développer des compétences qui sont essentielles à la formation d'économistes en théorie économique. Donc, ça nous permet, c'est quoi la théorie? Qu'est-ce qu'on entend par théorie économique? Bien, c'est la construction de petits modèles mathématiques, puis ça nous permet de formaliser des principes et de comprendre de façon cohérente. Les mathématiques, vous voyez, c'est un langage. Alors, des fois, on a un peu peur, mais c'est un langage comme la musique est un langage, le français est un langage, l'anglais est un langage. Donc, c'est un langage qui nous permet d'être rigoureux, d'être formel pour vraiment faire une argumentation ou une réflexion là, qui est structurée. Alors, ça, c'est peut-être le premier volet. L'autre volet de méthodes quantitatives et statistiques. Alors, les économistes, on est intéressés pas seulement par la théorie, évidemment, mais par le monde réel qui nous entoure. Alors, souvent, on va vouloir aller aux données, puis valider nos modèles, puis comprendre un peu le monde à travers les données. Donc, ça nous prend des méthodes statistiques qui sont bien développées, appropriées là, à l'étude des statistiques sociales. Alors, au département, on étudie ce qu'on appelle l'économétrie. Donc, l'économétrie, c'est toute la partie méthode statistique, surtout dédiée à l'économie, en partie aussi à la finance. Alors, disons que ces deux volets-là nous permettent de donner un enseignement qui est rigoureux et structuré. Alors, au département, on a développé, si vous voulez, pour nos meilleurs étudiants, ce qu'on appelle le cheminement honor dans l'un ou l'autre des baccalauréats. Bon, il y a des petites différences administratives, là, que je ne rentrerai pas dans les détails ce soir, mais les meilleurs étudiants de nos deux baccalauréats ont accès au cheminement honor. Alors, c'est quoi le cheminement honor? C'est un cheminement j'hésite à dire élite, là, mais un cheminement avancé qui permet facilement le passage au cycle supérieur pour ces meilleurs étudiants-là. Alors, comment on facilite ce passage? Eh bien, les étudiants doivent prendre des cours avancés en microéconomie, en macroéconomie et en économétrie, donc méthode statistique là, dont je vous parlais un peu plus tôt. Alors, qui a accès à ce cheminement honor?
mais ça va être nos meilleurs étudiants. Donc, ça prend un très bon dossier académique. Ça prend une moyenne minimale de 3,3, moyenne générale. Et il faut avoir une très bonne performance dans les cours obligatoires de deuxième année en microéconomie, en macroéconomie et en économétrie. Donc, c'est vraiment pour les étudiants qui songent aux études supérieures puis qui veulent avoir une espèce de profil accéléré, si vous voulez, là, ou en guillemets enrichi pour faire l'analogie avec des programmes au secondaire. Donc, c'est notre espèce de filière enrichie, si vous voulez, pour les étudiants. Un avantage, les cours sont avancés, donc c'est une très bonne préparation aux études supérieures. Et en même temps, les groupes sont plus petits parce que ce sont seulement les meilleurs. Donc, ça peut être des groupes de 10 à 20 étudiants, dépendamment des années, là, qui vont suivre ces cours du cheminement en or. Bon, est-ce qu'il y en a qui ont des questions jusqu'à maintenant ou ça va? Gênez-vous pas, là, si vous voulez lever la main ou s'il y en a qui ont des questions d'ordre général, on peut y répondre de façon verbale à tout le monde. Ça va? OK. Donc, alors, sciences économiques, je vous ai parlé un peu des cheminements académiques. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en sciences économiques? Mais comme je le disais un peu au début, par exemple, les différents domaines d'études, donc l'économie de l'environnement. Donc, les économistes, il y a des économistes qui s'intéressent au changement climatique et surtout les solutions économiques qu'on peut apporter pour tenter de combattre ces changements, le réchauffement de la planète. Il y a des gens qui sont intéressés plus par une filière internationale, puis qui vont s'intéresser, par exemple, au développement économique. Alors, comment structurer des programmes de développement économique dans des pays où les économies ne sont pas aussi développées que chez nous, par exemple. D'autres pourraient s'intéresser à l'économie internationale, donc les échanges entre les pays. Donc, à ce moment-là, on va parler de commerce international. Donc, on étudie les flux commerciaux, les flux de biens et services entre les pays. Qu'est-ce qui détermine pourquoi le Canada, par exemple, pourrait exporter du pétrole ou du blé, puis importer de la machinerie ou des robots d'Allemagne, par exemple, ou des choses comme ça. En économie internationale, il y a un autre volet qui est la finance internationale. Et là, on s'intéresse un peu plus aux flux financiers entre les pays, la détermination des taux de change, qu'est-ce qui détermine la valeur du dollar canadien, par exemple, par rapport au dollar américain. Donc ça touche un peu plus à la macroéconomie. En microéconomie, on a un domaine d'études qui s'appelle l'organisation industrielle. Alors, l'organisation industrielle va étudier la concurrence entre les entreprises. Donc, c'est un peu plus microéconomie. Puis là, c'est vraiment de regarder au niveau d'une industrie comment les entreprises se font la concurrence. Alors, par exemple, un exemple qu'on donne souvent, c'est la concurrence entre Airbus et Boeing pour la construction et la vente d'avions. On pourrait parler de la concurrence entre Samsung et Apple pour les téléphones cellulaires, par exemple. Alors, ou même la concurrence au niveau bancaire entre les grands acteurs financiers, les différentes banques au Canada. Alors, de quelle façon ils se font la concurrence? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'organisation industrielle. Plus proche des gouvernements, on peut parler de finances publiques. Alors, finances publiques, encore comme économie internationale, on a deux volets. Donc, on a ce qu'on appelle l'approche dépenses. Puis là, on étudie comment les gouvernements font les dépenses, comment structurer les dépenses, où le gouvernement devrait dépenser son argent, où mettre l'emphase, etc. Donc, quel genre de biens publics on veut fournir, à quel niveau, quelle est la qualité de ces biens publics-là. Donc, tout l'aspect dépenses de nos gouvernements. Il y a également l'aspect revenu des gouvernements, donc toutes les questions de taxation. Alors, c'est quoi la taxation optimale, par exemple, pour le revenu? Est-ce qu'on va avoir un régime de taxation qui est plus redistributif ou moins redistributif? Comment on devrait taxer les entreprises? Comment on devrait traiter les questions d'évasion fiscale, etc. Donc, tout ça, ça serait étudié, là, si vous voulez, du côté taxation des finances publiques. Un aspect important, si vous voulez, de la science économique qui est appliqué beaucoup dans les différents types d'emplois, c'est l'analyse de projets, notamment au gouvernement.
Donc, par exemple, bon, on a différents projets sur la table qui ont fait les manchettes récemment. Là. Par exemple, le REM de l'Est là, qui fait les manchettes depuis quelques jours. Alors, il y a des économistes qui vont se pencher, si vous voulez, sur ce projet. Ils vont regarder les coûts, mais également les retombées du projet. Donc, de regarder l'achalandage en termes de passagers à chaque jour, etc., la valeur de leur déplacement, tout ça, les coûts non seulement d'installation du projet, mais en même temps, il y a peut-être, pour certains, il y a une facilité de transport, mais pour d'autres, ils vont moins aimer ça parce qu'ils vont avoir la voie du REM qui va passer de l'autre côté de la rue de chez eux. Donc là, il va y avoir ce qu'on appelle des externalités. Il faut essayer de tarifer, de donner une valeur à ces choses-là pour arriver à une espèce de diagnostic. Est-ce que ce projet-là, socialement, est rentable ou pas? On a fait la même chose pour le fameux tunnel à Québec, la troisième voie. Là. Donc, ce serait un peu le même genre de réflexion qui nous permettrait soit de dire que c'est un bon projet socialement rentable ou pas. Donc, il y a beaucoup d'économistes qui travaillent, si vous voulez, sur ça. On en retrouve beaucoup dans les ministères. Donc, c'est une branche souvent qui est assez populaire au niveau de la maîtrise là, parce que c'est une très bonne formation qui nous ouvre des pas pour bien des emplois. En macro, il y a des gens qui travaillent sur la croissance. Qu'est-ce qui explique oh, là, il y a une question, peut-être Benoît va répondre. Là, le programme de baccalauréat, mathématiques, actuariat, ça, je pense que Benoît va peut-être répondre, mais c'est plus au département de mathématiques, si vous voulez, là, que ce programme est géré. Là. Donc, les cours d'actuariat sont reliés au département de mathématiques. Benoît peut me corriger si je me trompe. Alors, croissance et inégalité. Donc, qu'est-ce qui explique la croissance des pays? Pourquoi certains pays ont un taux de croissance élevé, d'autres moins élevé? Qu'est-ce qui explique les inégalités? Souvent, on associe les inégalités sociales ou économiques à la croissance. Donc, qu'est-ce qui explique que dans certains pays, il y a beaucoup moins d'inégalités que dans d'autres? Les déterminants des inégalités. Comment c'est relié à la croissance, etc. Donc, ce sont des questions d'ordre plus macroéconomique là, qui sont également étudiées en économie. On a l'économie du travail. En économie du travail, par exemple, on pourrait regarder, on parle de hausser le salaire minimum, donc il y a des économistes du travail qui vont regarder quel va être l'effet d'une hausse du salaire minimum sur l'offre de travail des gens, la demande de travail, donc, la demande de travail, les entreprises qui engagent des travailleurs au salaire minimum, comment vont-elles s'ajuster, ces entreprises-là, à une hausse du salaire minimum? Est-ce qu'ils vont engager plus de monde, moins de monde, réaménager le travail, etc.? Donc, ce sont des questions là, qui, entre autres, là, il y a beaucoup d'autres choses, là, mais qui intéressent des gens en économie du travail. Un autre domaine d'études, puis ici, ce n'est pas une liste exhaustive, évidemment, mais on peut parler d'économie financière. Donc, évidemment, il y a un lien entre l'économie et la finance. En finance, on regarde la valeur des entreprises, mais c'est clair que la valeur des entreprises est influencée, si vous voulez, par l'environnement économique. Alors, c'est quelque chose qui intéresse également les économistes. Puis il y en a beaucoup d'économistes qui pourraient faire le saut en finance avant. Si la finance vous intéresse, une formation de premier cycle en économie est une très bonne porte d'entrée. Là, vous allez avoir vraiment une bonne perception de l'économie. Puis ensuite, une spécialisation en finance. Pour ceux que ça intéresse, c'est un cheminement qui peut être très intéressant. Alors, d'autres aspects importants de nos programmes, c'est possible d'avoir un stage crédité après la deuxième année. Donc, plusieurs étudiants vont faire un stage après leur deuxième année durant l'été. Et ce stage-là est crédité pour l'équivalent d'un cours, si vous voulez, de troisième année. Le département, c'est votre responsabilité de trouver le stage. Donc, malheureusement, le département n'a pas les ressources, si vous voulez, pour trouver des stages, mais en même temps, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui sont capables de se trouver des stages et se les faire créditer. On a plusieurs prix pour récompenser l'excellence de nos étudiants en cours de programme. Donc, après la deuxième année, il y a des prix qui récompensent les meilleurs étudiants en microéconomie, en macroéconomie
économétrie et méthode quantitative. On a également de nombreux prix en fin de programme pour les meilleurs finissants des deux programmes de nos deux baccalauréats. Là. Mon en-tête est là. Et puis, évidemment, notre baccalauréat et même le baccalauréat en mathématiques et économie, ces deux programmes mènent aux études supérieures en sciences économiques ou même d'autres domaines. Par exemple, j'ai mentionné la finance, mais il y a des gens qui sont allés après en sciences politiques, même en droit, en aménagement, des gens qui sont intéressés par l'économie du transport pour aller faire une maîtrise en aménagement. Donc, la formation en économique est très large et ça ouvre, si vous voulez, la porte à plusieurs autres disciplines, si vous voulez, après le programme de premier cycle. On a d'autres programmes, comme je le mentionnais au début, là, une mineure de 30 crédits ou une majeure de 60 crédits. Et ces deux programmes-là peuvent être jumelés à une autre discipline. Par exemple, on pourrait faire une mineure de 30 crédits en sciences économiques et une majeure en sociologie pour 60 crédits, puis ça vous donnerait un baccalauréat, la conjonction de ces deux programmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces programmes-là? Évidemment, on ne peut pas aller aussi loin, donc les méthodes quantitatives sont minimales, donc c'est vraiment, on couvre les concepts de base en microéconomie et macroéconomie. Il y a une introduction aux méthodes statistiques, mais sans pousser trop loin. Là, c'est plus au baccalauréat qu'on pousse plus loin. On va regarder les institutions économiques. Et puis, comme je le mentionnais, c'est combiner une autre discipline, là, on peut obtenir un baccalauréat. Deux petites choses, notre programme de la mineure va être bientôt offert au campus Brossard. Si vous ne le savez pas, l'Université de Montréal va ouvrir un campus satellite là, au 10-30 à Brossard. Et puis, la mineure en sciences économiques va être un des programmes offerts à ce campus. Et puis, on est en train de travailler sur un micro-programme en formation continue à venir. Donc, c'est peut-être pas nécessairement pour des gens qui terminent le cégep, mais pour des gens qui sont sur le marché du travail et qui aimeraient acquérir une formation de base en sciences économiques. Donc, ce programme-là va être en place relativement bientôt. Alors, peut-être, je ne veux pas faire un grand monologue. Si vous avez des questions, allez-y. Donc, ça va. Bon, une question qui nous est souvent posée, quelle est la différence entre les études en gestion et puis les études en sciences économiques? La façon dont j'aime le présenter, les sciences économiques, on va étudier l'environnement externe des entreprises. C'est-à-dire qu'on étudie les marchés, les entreprises, les consommateurs œuvrent dans des marchés, le marché du travail, les marchés financiers, le commerce international, les taux d'intérêt, etc. Donc, on s'intéresse à l'environnement que j'appellerais externe des entreprises, donc les prix, leur interaction sur les marchés, alors que la gestion, elle, porte son attention beaucoup plus sur les fonctions internes de l'entreprise, le marketing, la gestion de la production, la comptabilité, etc. Donc, c'est sûr que c'est des zones grises et ce n'est pas blanc ou noir. En économique, on parle un peu de certaines fonctions internes de l'entreprise, puis évidemment, les études en gestion vont toucher à l'économie. Donc, c'est vraiment plus une question d'emphase. Alors, on ne peut pas dire que les études en gestion sont meilleures qu'en économie ou le contraire. Ce sont deux formations qui sont différentes. Donc, c'est vraiment un choix de carrière lorsqu'on s'interroge à savoir si on veut aller faire des études de gestion ou en sciences économiques. Donc, en sciences économiques, on est beaucoup plus préoccupé, par exemple, par les questions sociales, l'environnement externe. Donc, il y a beaucoup de questions sociales qui se greffent à ça, alors qu'en gestion, c'est beaucoup plus sur le fonctionnement interne de l'entreprise. Donc, c'est un portrait peut-être un peu caricatural, mais pas trop, là, si vous voulez, la différence entre les deux. Il faut voir la formation d'économiste comme un programme de 4 ans. Notre baccalauréat est 3 ans, mais vraiment, si vous êtes intéressé par l'économie puis vous voulez travailler comme économiste, il faut vraiment songer à faire une maîtrise. Au département, on offre un programme de maîtrise qui se complète en 12 mois. Donc, c'est possible, en 4 ans, là, vous rentrez en septembre, puis 4 ans plus tard, au mois d'août, vous allez avoir terminé votre
bac et votre maîtrise. Et là, vous allez pouvoir aspirer à des emplois d'économiste, si vous voulez. Donc, gardez ça en tête, là, que si l'économie vous intéresse, vous rentrez au bac, vous voyez que vous aimez ça. Pensez déjà que faire une maîtrise, c'est une très bonne idée. Là. Pour l'année supplémentaire d'études, vous accédez à des emplois qui sont beaucoup plus intéressants. Et finalement, bon, j'ai déjà mentionné, évidemment, les études économiques sont complémentaires à d'autres disciplines. Bon, j'ai déjà mentionné finance, gestion, sciences politiques, droit, mathématiques, aménagement, etc. Là. Donc, où il y a des gens qui vont aller en études environnementales, par exemple, donc écologie, etc. Là. Donc voilà, c'est, si vous voulez, ce que je voulais vous présenter là, jusqu'à maintenant. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions là, sur la présentation. Gênez-vous pas, là, on a du temps pour répondre à vos questions s'il y a des aspects qui n'ont pas été touchés dans la courte présentation que je vous ai donnée. Donc, gênez-vous pas. Donc, Michel, s'il n'y a pas de questions, je pourrais te suggérer peut-être de parler un peu des critères d'admission des deux programmes, le baccalauréat spécialisé et le bidisciplinaire maths-économie. Oui, je pense que tu connais mieux que moi par cœur. Je sais qu'il y a des cours de maths, mais peut-être que tu connais mieux que moi, Benoît, alors si tu veux. Okay. Ben, pour le bidisciplinaire mathématiques-économie, donc c'est les mêmes conditions d'admission que le baccalauréat en mathématiques, puisque vous devez faire les cours de mathématiques. Donc, on parle du calcul différentiel 1, calcul différentiel 2 et algèbre linéaire. Pour le bac spécialisé, on parle du calcul différentiel 1 et d'un cours de statistique. Donc, ça, il peut en avoir plusieurs. Ça peut être le MCASH 300, donc la méthode quantitative, ou si vous avez fait le profil sciences naturelles, les 3 cours de mathématiques vont aussi satisfaire les critères d'admission, donc le calcul différentiel 1, calcul différentiel 2 et algèbre linéaire. Merci, Benoît. On voit une question ici, la maîtrise de 12 mois. Bon, la structure de notre programme de maîtrise est la suivante. Vous avez 3 cours obligatoires de microéconomie, macroéconomie et économétrie en première session à l'automne. Et ensuite, à l'hiver, les gens vont prendre 4 cours de différents domaines. Par exemple, commerce international, ça peut être économie financière, organisation industrielle, analyse de projet. Donc, vous allez avoir des cours optionnels. Et puis, pendant l'été, on a un atelier. Donc, pendant l'été, on a un atelier où vous rédigez un rapport de recherche. Et donc, c'est prévu que durant l'atelier, donc pendant l'été, vous ayez le temps de rédiger votre document de recherche. Donc, c'est moins qu'un mémoire. Si vous voulez, on ne l'appelle pas un mémoire, c'est un rapport de recherche. Donc, c'est un travail de recherche donc, qui vous permet de mettre la main à la pâte. Vous êtes encadré par un professeur qui est responsable de l'atelier. Vous avez à présenter des résultats préliminaires, un peu votre méthodologie, etc., là, dans le cadre de l'atelier. Puis, on vous accompagne donc pendant tout l'été. On s'attend à ce qu'à la fin de l'été, vous ayez terminé. Très bien. Michel, on a une autre question en ligne. Oui. La majeure en économie combinée à une mineure dans une autre discipline permet-elle directement l'accès à la maîtrise en économie? Oui, donc la réponse est « ça dépend ». Donc, ça dépend probablement que si vous faites une majeure en économie, ce qui est important, peut-être, je ne sais pas, Benoît, si tu voulais partager, je peux arrêter de partager la structure des programmes pour montrer ce qui est nécessaire dans les cours. Pense que ça vaut la peine? Oui, pour la majeure, attends, ça, je ne l'avais pas préparé, celui-là. Ce ne sera pas là. OK. Donc, programme de premier. En gros, quand je parlais tout à l'heure, on avait des prix pour les cours de deuxième année. Il y a des cours obligatoires à la deuxième année, puis ce sont vraiment ces cours-là qui sont préalables à la maîtrise. Là. Donc, il faut incorporer, si vous voulez, ces cours-là dans votre majeur. Donc, je peux arrêter le partage. Peut-être Benoît peut... Oui, c'est ça. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, vous devriez voir la structure de notre programme de majeur. Et donc, les cours qui sont préalables... Donc,
c'est possible d'accéder à la maîtrise avec une majeure, mais il faut faire un choix de cours très spécifique pour pouvoir le compléter. Il faut y penser rapidement. C'est ça. Donc, entre autres, il faut compléter les cours technique d'analyse économique 1, technique d'analyse économique 2, économétrie 1, qui sont dans le bloc C. Ce sont des cours de méthode quantitative, mathématiques et statistiques. C'est ça. Et dans le bloc D, il faut aussi compléter théorie micro 1, théorie micro 2, théorie macro 1, théorie macro 2 et économétrie 2. Okay? Donc, il n'y a pas beaucoup de jeux dans la structure. Là. Si on veut le compléter, il faut y penser rapidement, puis il faut faire un choix de cours très spécifique. Ceci étant dit, une fois, s'il vous manque 1 ou 2 cours à la fin, on admet les gens à la maîtrise, mais on leur demande de compléter les cours qui leur manquent pendant leur scolarité. Avant d'accéder aux cours de maîtrise. Peut-être en parlant de la maîtrise, j'ai oublié de mentionner, mais les gens qui font notre baccalauréat puis suivent le cheminement en or n'ont pas à faire les cours obligatoires de micro, macro, économie et économétrie à la maîtrise parce qu'on juge les cours en or dans ces disciplines équivalents à nos cours de maîtrise. C'est peut-être une petite précision là, pour... Bien, Michel, on a une autre question. Bonjour et merci pour votre présentation. Quelles sont les perspectives d'emploi, taux d'embauche et les salaires moyens en début de carrière? Je vous remercie beaucoup. Bon, les taux de salaire, j'ai l'impression, moi, avec une maîtrise, ça doit être en haut de 50 000, je dirais, certainement. J'ai aucune idée. Oui, c'est ça. C'est difficile d'avoir. Mais peut-être ce que j'aimerais mentionner, c'est que tout à l'heure, je disais que la formation, c'est une formation de 4 ans. Pour faire une analogie, par exemple, si vous avez un bac puis vous voulez travailler dans une banque, bien, avec le bac, vous pourriez être, par exemple, agent de prêt puis guider les gens un peu dans leurs choix financiers, d'hypothèque et tout, avec un bac en économie. Par contre, si vous faites 1 an de plus, vous avez la maîtrise, bien là, vous pourriez travailler au bureau chef et participer aux analyses économiques, aux études de marché, aux analyses de conjoncture économique, de prévision de taux d'intérêt et tout. Donc, vous voyez, c'est l'année de maîtrise de plus, ça donne accès à des emplois qui sont beaucoup plus intéressants. Là. Et évidemment, le salaire également plus intéressant. Là. Je ne sais pas si peut-être Catherine ou Arthur, je ne sais pas, vous avez des amis qui ont trouvé des emplois, vous avez une idée du salaire qu'ils ont eu. Je veux dire, ça dépend un peu, sans nécessairement répondre de façon directe à la question, ça va un peu dépendre quel type d'emploi les gens vont prendre. Donc, par exemple, les gens qui vont travailler en conseil vont avoir des salaires qui sont beaucoup plus intéressants que certains endroits qui peut-être touchent plus, par exemple, aux politiques publiques, mais dans un secteur, justement, à l'intérieur d'un secteur public, par exemple. Mais ça, c'est par expérience de, par exemple, ce que je vois mes amis ou d'autres personnes du programme. Mais ensuite, donc, il y a juste certains secteurs qui sont un peu plus compétitifs. Donc, les salaires sont également compétitifs. Les secteurs moins compétitifs vont avoir des salaires moins compétitifs. Mais ça, c'est un peu une opinion parmi plusieurs. Oui. Je pense que c'est important. Le taux de placement en général, les gens qui ont une maîtrise, le taux de placement est très bon. Donc, quand tu maîtrises, si vous avez bien travaillé pendant votre maîtrise, le taux de placement est bon. De toute façon générale, le marché du travail, on parle de pénurie de main-d'œuvre et puis dans les prochaines années. Donc certainement là, que ça va être un peu la même chose pour les économistes. Puis les économistes, je pense que c'est un type d'emploi là, qui n'est pas à veille de se faire remplacer par un robot ou une machine. Il y a beaucoup de réflexion, d'analyse à faire. Donc, l'input humain de l'intelligence humaine versus l'intelligence artificielle là, est élevé. Donc, si les questions sociales vous intéressent, les questions économiques, etc., je pense que c'est une formation qui peut être très stimulante là, intellectuellement. Oui. Puis si j'avais juste un petit truc à ajouter à ça aussi sur les perspectives d'emploi, c'est que le programme en tant que tel offre, l'économie pour commencer, c'est très divers, c'est très divers. Puis également les perspectives d'emploi, l'industrie peut être très variée également. Donc, il y a autant de gens qui vont travailler, par exemple, dans le secteur de l'énergie que, par exemple, pour l'environnement, secteur bancaire, secteur financier. Donc, c'est très large également à ce niveau-là.
Puis les gens sont quand même bien préparés à ces emplois-là aussi. Oui. Peut-être, je ne sais pas si je sais qu'Arthur qui est avec nous, par exemple, cet été, il y a eu un stage dans une firme de consultants avec Analysis Group, là, qui est une très bonne firme de consultants, puis qui a travaillé. Je ne sais pas, peut-être une minute, Arthur. Là, peut-être que je vais avertir tout le monde. Je pense qu'on est coupé automatiquement. C'est à quelle heure? 19h40 ou 45? 45. À 45, tout arrête. Même si donc, vous avez des questions, vous pouvez nous revenir en allant sur le site web ou en nous contactant. Par exemple, vous allez trouver, moi, je suis Michel Poitvin, mon adresse courriel sur le site web du département ou celle de Benoît. Donc, il y a des endroits, vous pouvez toujours nous envoyer un courriel si vous avez des questions, puis ça va nous faire plaisir de répondre là, si on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Donc, peut-être, je ne sais pas, Arthur, peut-être une minute là, rapidement, parler un peu de ton expérience. Oui, volontiers. Ben alors, comme Catherine disait, vraiment, la formation en sciences économiques permet d'aller dans des domaines assez variés et à utiliser les outils d'analyse économique qu'on a appris dans toutes sortes de contextes. Mais oui, donc un de ces exemples, c'est l'industrie du conseil. Donc, en fait, Catherine aussi a fait le même stage cet été avec moi. Donc, on était stagiaires dans une firme de conseil qui avait 2 spécialités. Donc, ça montre un peu la diversité de dossiers que les économistes auxquels les économistes peuvent toucher là, finalement. Donc, la firme est entre autres spécialisée en économie de la santé, donc évaluer la pertinence pour une compagnie de mettre sur le marché un médicament ou un autre, ou évaluer même la performance d'un médicament donné ou d'un traitement de santé donné. Mais la firme était aussi spécialisée en expertise économique en contexte juridique. Donc là, c'était d'envoyer des experts économiques témoigner dans toutes sortes de procès là, qui touchent à des questions économiques. Donc, par exemple, des procès qui touchent à la concurrence ou des procès qui touchent à la compétition illégale. Donc, pour toutes sortes de dossiers reliés à l'économie qui étaient en cours, la firme faisait une analyse économique et allait la présenter en cours. Donc, là, ça permettait à des économistes de faire un travail à la fois d'analyse, mais aussi d'argumentation. Alors voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres d'une industrie qui embauche des économistes. Dans le chat, j'ai mis le lien vers notre site web qui a des informations sur les perspectives d'emploi. Puis c'est ça, comme je pense que le message qu'on veut passer, c'est qu'il y a une très grande variété d'emplois possibles et disponibles. Et il y a beaucoup de nos étudiants qui, par la suite, vont dans différents domaines. Et donc, c'est très difficile de caractériser exactement quels emplois ils vont occuper. Ce n'est pas un diplôme professionnel comme si vous allez en sciences infirmières, par exemple, vous savez ce que vous allez faire par la suite. Là. Donc, c'est beaucoup plus large et touche à beaucoup plus de domaines. On a une question aussi de Christopher K. sur notre programme de doctorat. Donc, oui, on a un programme de doctorat aussi. Donc, ce n'est pas le but aujourd'hui, là, mais évidemment, on offre un programme de doctorat qui est semblable de style nord-américain. Donc, ce que je peux te recommander, c'est de nous contacter si ça t'intéresse. On pourra te donner toutes les informations. Puis je vais mettre le lien dans le chat pour les informations sur le programme. Là. On a une question sur qu'est-ce qui est mieux, le bac en économie ou le BD. Les deux mènent aux études supérieures en économie, là, même la maîtrise en économétrie, si vous voulez. Le bac, on a Arthur qui est avec nous, qui est dans le bac mathématiques et économie. Donc, c'est un programme là, qui est beaucoup plus rigoureux, évidemment, parce que vous devez faire les cours obligatoires du programme de baccalauréat en mathématiques. Donc, vous allez être avec des étudiants en maths. Ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est vraiment, il faut avoir une certaine facilité en mathématiques, mais si vous l'avez, c'est un excellent programme, surtout si vous voulez poursuivre plus loin aux études supérieures en économie, parce que vous allez acquérir tous les outils qui vont permettre d'avoir une facilité avec le langage mathématique là, que je vous mentionnais plus tôt. Là. Alors, mais en même temps, ce n'est pas pour tout le monde. On a des gens qui commencent dans le bac en économie puis qui changent au bac math-éco, puis il y en a d'autres qui vont dans le bac math-éco, puis après une session qui disent qu'ils reviennent en économie. Mais évidemment, il y en a qui poursuivent dans les deux programmes. Mais le bac math-éco, si vous avez une facilité avec les mathématiques, c'est sûr, vous allez faire moins de cours d'économie. Par contre, vous allez vous rattraper aux études supérieures, puis vous allez avoir peut-être
une petite longueur d'avance, si vous voulez, quand vous allez accéder à la maîtrise ou encore même au doctorat. Mais en même temps, ce n'est pas nécessaire pour faire une maîtrise en économie. Donc, je ne sais pas si Benoît ou Arthur voulaient rajouter là-dessus. Non. Bon. Bon. Good. Voilà, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon. S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'on fait mention de l'association étudiante? Allez-y donc. Ouais, bien sûr, vous êtes là pour ça. Ça serait peut-être pertinent. Oui, allez-y. Je vais laisser Arthur, si ça te dérange, juste présenter en tant que président ton rôle principal, puis je vais ajouter. Vous avez 5 minutes. C'est bon. Ouais, alors, oui, bonjour à vous tous et toutes. Alors, c'est pour ça que Catherine et moi sommes présents, là. Donc, on est tous les deux étudiants en ce moment au département de sciences économiques. Moi, je termine ma 3e année du bac en mathématiques et économie, là. Bon, comme ça vient tout juste d'être mentionné. Et puis, c'est ça, je suis aussi président de l'association étudiante. Alors, je suppose que vous êtes familier quand même avec ce que c'est qu'une association étudiante. Vous en avez probablement dans vos cégeps ou bon, peu importe où vous êtes. Mais voilà, donc l'association étudiante en sciences économiques regroupe tous les étudiants qui sont au bac, à la maîtrise et au doctorat. Et puis l'association étudiante comporte aussi un CA, là, donc un conseil d'administration sur lequel Catherine et moi sommes, et qui s'occupe de l'association. Donc, il y a 2 principaux volets au travail de l'association. Le premier, c'est d'organiser des activités pour les étudiants. Donc, on organise tant des activités plus ludiques, des soirées, des fins de semaine de plein air, comme là, on peut faire, aussitôt que la situation sanitaire le permet, une activité de patin, par exemple, mais ça nous arrive aussi de faire des événements vin et fromage. Donc, ce genre d'activité plus ludique. On organise aussi des activités plus professionnelles, là, ou qui cherchent à vous exposer aux différents milieux en économie et aux perspectives de carrière. Je vais vous laisser Catherine vous en parler un peu plus. Ça fait partie de son poste. Mais donc, ça, c'est l'autre volet de nos événements. Et puis, donc, il y a la partie organiser des activités pour les étudiants, mais l'autre partie du travail de l'association, c'est de vous représenter, vous, donc auprès du département, auprès de l'association centrale de l'Université de Montréal, auprès de la faculté, etc. Donc, lorsqu'il y a des dossiers qui concernent les étudiants, nous, on va agir en tant que représentants pour défendre vos intérêts et vos droits. Mais ça veut aussi dire que si vous avez des problèmes à l'université ou des questions ou besoin de conseils ou d'être accompagné, nous, on est des bonnes références, ou bien pour vous orienter vers les ressources appropriées, ou bien pour vous accompagner dans votre cheminement. Alors voilà, je ne sais pas si Catherine, tu voulais rajouter un peu à ça. Oui, rapidement. Donc, c'est ça. Puis, donc, moi, en ce moment, je vais faire la même chose que toi, là. Donc, également en dernière année de sciences économiques. Moi, j'avais commencé en faisant ma majeure et ensuite, je suis passée au bac. Et maintenant, je fais la dernière année qui est dans le cheminement 1 an. Si on voit ça, vous avez des questions. Après, là, vous pouvez m'écrire, il n'y a pas de problème. Je peux répondre un peu si vous avez des questions sur mon cheminement. Quant à l'association, par exemple, mon poste, c'est le poste de représentant aux affaires associatives externes. Donc, tout ce qui est représenter l'association à l'externe, donc inviter des invités pour qu'ils parlent un peu des sciences économiques, vous informer, par exemple, sur justement la question sur les perspectives de carrière. Il y a l'association qui peut un peu vous guider à ce niveau-là aussi. Très bien, merci beaucoup. Les exigences, il y a une petite question, les exigences d'admission. Ouais. Encore une fois, ce sont les cours de mathématiques là, que Benoît a mentionné. C'est ça. Ben, il y a la cotère aussi, donc, mais elle n'est pas très élevée, c'est 22. Donc, mais l'exigence principale, là, c'est pour le bac spécialisé, c'est
le calcul différentiel 1 plus un cours de statistique si vous avez fait le profil sciences sociales, sciences humaines. Si vous avez fait le profil sciences naturelles, c'est les 3 cours de mathématiques, donc calcul différentiel 1, calcul différentiel 2 et algèbre linéaire. Pour le baccalauréat en maths économie, là, c'est les 3 cours de mathématiques, là, donc calcul différentiel 1, calcul différentiel 2 et analyse algèbre linéaire. Voilà. Là, je pense que ça va finir. Il y avait le petit, je ne sais pas, je vais faire partir mon petit vidéo. Là. Donc, si vous avez des questions, Benoît et moi avons mis nos adresses courriels là, dans le chat. Vous pouvez facilement les retracer sur le site web du département. Moi, je suis responsable de premier cycle. Benoît est le directeur du département. Donc, gênez-vous pas. Puis, si on ne peut pas répondre ou c'est une question plus spécifique pour un autre service de l'université, on va vous diriger à la bonne place. OK, donc il y avait une question, Benoît. Filière maths et économie à Saint-Nisnard. J'imagine que oui. Là, je ne connais pas le détail, mais ce qu'il faut avoir fait, c'est les. Donc, en terminale, je me souviens bien, il y a 2 options de mathématiques. Il faut avoir fait une des 2. Là, donc, c'est tout. Donc, pas besoin d'avoir fait l'économie dans le baccalauréat français. Ah oui. Je ne sais pas si ça ferme automatiquement. Là. Il y avait une petite vidéo de. Je vais partager l'écran pour le petit vidéo de fin. Parfait. Et on remercie tout le monde d'avoir été là. Ouais. Puis, merci. Puis au plaisir possiblement de vous rencontrer à la rentrée. Bonne soirée. Ne gênez-vous pas si vous avez des questions. Donc, partager comme ça. Voilà. Comment on arrête le webinaire?